Là, on se calme. Le théâtre du Rond-Point n'est pas un lieu anti-chrétien, anti-islamique, anti-judaïque. Ce n'est pas non plus un lieu kasher, halal ou bio. C'est un lieu de création et de libre parole où des artistes viennent s'exprimer sur la société et sur leur volonté de la changer, de l'aérer et d'être suffisamment subversif pour, comme ça, nous projeter vers de nouveaux cieux. Jésus s'est fait homme, le Fils de Dieu s'est fait homme, donc c'est un homme comme tous les hommes, c'est un homme public, et je ne vois pas en quoi un homme public pourrait ne pas être contesté. Jean-Michel Ribes, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? On nous parle d'une agression. Oui, une agression sur ma personne. Voilà, il y a des gens qui sont venus me bousculer, m'agresser, me verser des excréments de chien sur moi. Et c'était fort désagréable, laissant une espèce de tract halte à la christianophobie. J'ai jamais très bien compris pourquoi. Ce qui est inquiétant surtout, c'est cette montée lente des extrêmes droites et d'un fascisme qui se déguise en curé. Oui, alors j'ai appris que M. Ribes, qui avait commandité la pièce de théâtre Golgotha Picnic, où en fait on nous expliquait que c'était de l'art, donc intouchable, puisque dans la société bourgeoise, l'art a un statut privilégié, c'est l'exception culturelle. Voilà, l'exception culturelle, c'est un truc, il y a deux trucs qui sont finalement transcendants à la réalité quotidienne, c'est la Shoah, c'est-à-dire les Juifs, et l'art. Ça excède les catégories triviales du quotidien. D'un seul coup, ça s'appelle intouchable, indiscutable, hors catégorie. Donc, on avait le droit de cracher à la gueule du Christ et de lui jeter de la merde à la gueule parce que c'était une pièce de théâtre, donc c'était de l'art. Voilà. Alors moi, je réponds à ce pauvre monsieur Ribes qui vient de se faire jeter, je crois, une tarte à la merde à la gueule, que c'est une performance artistique à laquelle il vient de participer, donc que ce n'est pas une agression, et que c'est de l'art, puisqu'on nous a bien expliqué depuis l'avant-garde, qui a succédé historiquement à ce qu'on appelle l'art contemporain, que tout était art, comme nous l'explique très bien Ben Vautier, etc. Donc il ne se plaigne pas, il aime l'art, et il aime l'art radical avec de la merde, et il vient de participer à, comment dirais-je, ce qu'on appelle une performance artistique à la merde. Donc voilà, donc tout ça est cohérent, et je dirais c'est on peut appeler ça retour à l'envoyeur, on peut appeler ça, comment dirais-je, être mis face à sa logique. Il vient d'être mis, je dirais, de façon assez peut-être désagréable pour lui, face à sa logique et à la logique bourgeoise typique qui fait qu'on ne pouvait pas critiquer, soi-disant au nom de la religion, du respect, etc., cette pièce de merde avant-gardiste subventionnée sans intérêt qui était le Golgotha Picnic. Voilà. And the Oscar goes to Michel Hazanavicius. C'est une moisson historique pour la France aux Oscars. The Artist rafle 5 statuettes. Meilleur film, meilleur réalisateur pour Michel Hazanavicius, meilleure bande originale, meilleur costume et bien sûr, meilleur acteur pour Jean Dujardin. C'est la première fois qu'un acteur français obtient ce titre et la première fois qu'un film non anglo-saxon décroche l'Oscar du meilleur film. Whoa. Thank you. Ouais. I love your country. Alors, j'ai fait l'effort d'aller voir The Artist pour pouvoir en parler. Je vais très rarement au cinéma. J'ai une position assez ambiguë au départ, parce que j'ai beaucoup aimé les deux OSS 117 de ce Michel Hazanavicius, qui par ailleurs je connais de longue date pour des raisons de hasard de l'époque Canal+, que j'ai toujours pris pour un imbécile sans talent. Et donc je suis étonné à un moment donné qu'il arrive au sommet de la pyramide cinématographique, c'est-à-dire d'avoir un Oscar de réalisateur qui le met au niveau des Scorsese, des Bergman, des Antonioni, etc. Je suis allé voir le film. Je veux dire,
sans arrière-pensée, parce que j'ai été effectivement très agacé, mais j'ai été obligé d'admettre que OSS 117, le 1 et le 2, encore mieux que le 1, étaient excellents. Et excellents aussi dans la réalisation. Alors il y a, je crois, Jean-François Alain qui a écrit les dialogues, c'est pour ça que le film est un peu intelligent, mais c'est du très bon cinéma comique qui renouvelle le genre avec un personnage comme Dujardin, qui est un nouveau comique français de très bonne qualité, qui ne fait pas de l'imitation, c'est pas Gad Elmaleh, qui est une fausse valeur tenue à bout de bras par la communauté qu'on n'a pas le droit de nommer. Dujardin est un très bon comique français qui a un jeu nouveau, c'est-à-dire comme De Funès a inventé quelque chose qui n'était pas Bourvil, qui n'était pas Fernandel, il a inventé un comique nouveau à la française, auquel d'ailleurs les Américains ont été très sensibles. Le talent du film, c'est lui. C'est vrai que Dujardin est très bon. En France, je pense qu'il y a 2 grands acteurs, il y a Dujardin et Dieudonné. Il faudrait les faire jouer ensemble. Si un jour on reprend le pouvoir de notre propre pays, eh ben, peut-être que je referai du cinéma d'ailleurs, parce que c'était ma vocation première, et je ferai jouer dans un duo, à mon avis, très explosif, les 2 meilleurs acteurs français qui sont Dieudonné et Dujardin. Voilà. Donc, pour arrêter cette digression, je suis allé voir The Artist, en étant agacé de me dire, putain, comment ce Hazanavicius peut être un génie, alors que c'était vraiment un con, et quand il parle du film, il ne sait même pas s'exprimer, il fait des métaphores sur le football, et je me dis, je ne comprends pas, quoi. Et je suis rassuré parce que le film n'est pas terrible. Voilà. Alors maintenant, il faut dire pourquoi le film n'est pas terrible. Ce film, en fait, qui est un film muet en noir et blanc, très professionnellement bien fait, et un truc qui se rapproche, si on parle de la musique, du sampling. C'est-à-dire que c'est la mise bout à bout d'extraits de films hollywoodiens, de la mythologie hollywoodienne noir et blanc. Il y a des types qui se sont amusés à le faire. Bon, on sait qu'il y a un peu de Sunset Boulevard, un peu de Dansons sous la pluie. Enfin, c'est un collage. Ce scénario d'assez mauvaise qualité, parce qu'on va parler du scénario, est une mise bout à bout de citations, refaites évidemment, de citations de films qui sont dans la mythologie du cinéma à grand spectacle, de masse hollywoodien. Donc déjà, l'histoire n'est pas une histoire authentique et elle est assez faiblarde, en fait. Voilà. Donc en fait, ce film n'est pas un film français. D'abord, il est tourné à Hollywood avec des techniciens hollywoodiens. C'est un pur hommage, premier degré, un lèche-cutage bien plus lèche-cuteux encore, qui était La Nuit américaine de Truffaut, qui est le ralliement de Truffaut au cinéma de merde, au cinéma bourgeois de gauche, qui a valu à Godard de se fâcher avec lui. Le film de La Nuit américaine est un film insupportable, et sur le fond et sur la forme. Et là, on est encore bien plus dans la prosternation, parce que c'est vraiment même pas une prosternation de l'aventure du cinéma en tant que comment on le fabrique, parce que La Nuit américaine c'était ça, c'est une prosternation devant le cinéma en tant que produit de masse pour la ménagère idiote américaine, quoi, voilà. C'est-à-dire pour faire pleurer la conne du vendredi soir, hein, voilà, celle que Édouard Bernays avait mis à la cigarette au nom du féminisme, voilà, et avait fait voter pour la première, enfin avait fait accompagner la Première Guerre mondiale, etc. On est donc dans le contraire même du cinéma européen, non seulement par rapport à l'équipe technique et au contenu, mais on est vraiment dans le cinéma américain, dans ce qu'il a le plus détestable, c'est-à-dire que le cinéma européen a toujours été une mise du cinéma au service d'une conscience sociale et d'une critique sociale. Et le grand cinéma européen est le cinéma français d'avant la Deuxième Guerre mondiale et après le cinéma italien d'après la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les 2 grands cinémas européens. Le cinéma européen est un cinéma de créateurs, en général non industriel dans sa fabrication, et qui est toujours un point de vue critique sur la société actuelle. En cela, le cinéma européen a beaucoup à voir avec la littérature. Le cinéma américain, tel que vient de le parodier, je dirais, The Artist, à la suite finalement de Besson, qui est aussi Luc Besson, hein, c'est à peu près le même genre de merde. Besson aurait pu produire The Artist si ce n'était pas Thomas Langman qui l'avait produit. The Artist est de l'anti-cinéma européen, qui est un petit exercice de style très réussi sur le plan technique, pas très réussi sur le plan de la narration, et sans intérêt sur le plan du message, dont la qualité essentielle, comme l'a dit Spielberg, est le chien. Je pense que le meilleur acteur du film est le chien. Après, c'est sans doute Dujardin, et après, on voit que c'est correctement fait, c'est glacial et correctement fait. Mais de s'extasier du succès d'un film français, alors que ce film-là est un film de pure soumission à la machine américaine qui est hollywoodienne, qui n'est pas justement un cinéma de la conscience, mais qui est un cinéma producteur d'idéologie dominante au service de l'impérialisme américain. Donc c'est le cinéma, le film même, du ralliement et de la soumission servile, comment dirais-je, à la machine de propagande américaine, et c'est la négation même du cinéma européen. C'est une certitude. C'est un petit film. Ce film ne mérite pas plus
un Oscar que, je dirais, Obama ne mérite le prix Nobel de la paix. C'est à peu près la même logique, la logique des Oscars que la logique des prix Nobel. C'est-à-dire que c'est une machine de l'idéologie dominante qui a à voir avec la domination impériale mondialiste. Il y a l'ONU, il y a l'OMC, il y a les ONG, il y a les Oscars, il y a il y a les prix Nobel, c'est la même chose. C'est une grande machine à domination mondiale, et d'un seul coup, on voit que quelques petits Français ont droit à leur part du gâteau pour, je dirais, leur ralliement, leur soumission et leur trahison, même s'ils n'en ont pas conscience, ils n'ont pas l'intelligence. Hazanavicius n'a pas l'intelligence pour comprendre ce que je suis en train de dire. Mais c'est ça dans les faits. Voilà. Et on voit d'ailleurs que dans cette chaîne de ralliement et de soumission, ce n'est pas une trahison à l'esprit français, parce qu'on n'est pas Herman derrière Dujardin, Thomas Langman derrière Hazanavicius derrière Hazanavicius, et derrière, quand on remonte, Wallstein. C'est-à-dire que là-dedans, il n'y a que des membres de la fameuse communauté internationale qui a intérêt au mondialisme parce que c'est son intérêt et qui travaille pour effectivement une autre jonction, une autre joint venture qui est, tout à l'heure c'était la soumission de la France à Israël dans le commentaire de la catastrophe de Toulouse, et là c'est la soumission de la France intégralement au niveau de son appareil artistico-critique à l'impérialisme américain, et on voit bien que tout ça d'ailleurs doit se rejoindre. C'est la soumission globale de la France à l'impérialisme américano-sioniste par le cinéma, par les manipulations, de communautaires, par les manipulations de drames communautaires. On est dans cette globalité hegelienne qui se sent pas très bon. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est d'expliquer pourquoi The Artist a eu 5 Oscars, ce qui est beaucoup plus intéressant que le film lui-même, qui ne laissera très peu de traces. C'est un petit film, ça aurait mérité d'être un court-métrage, et il ne remplit pas ses objectifs de cinéma muet qui exprime sans le recours au dialogue. C'est assez faux, c'est pas vrai. En fait, de ce point de vue-là, c'est pas très réussi. Voilà, donc je pourrais me remettre dans la critique de cinéma, qui est un truc que j'aimais bien à une époque, mais je pense que j'en ai assez dit là-dessus, et je pense d'ailleurs que tous les cinéphiles sont à peu près d'accord avec moi. Ce succès est totalement disproportionné, et ce succès s'explique par le politique, et non pas par le cinématographique. Et d'ailleurs, on appelle ce monsieur Weinstein le Punisher d'Hollywood. C'est un gros porc de 150 kilos qui a des affaires de viol derrière lui. Je n'aimerais pas, moi, être Dujardin, être obligé d'embrasser ce mec-là sur les 2 joues, quand je connais finalement... Alors que Dujardin est un authentique talent français. C'est un peu dommage qu'on soit obligé aujourd'hui, lui-même soit obligé d'en passer par là, mais c'est une soumission que nous vivons tous. Enfin, que nous vivons tous, sauf moi et Dieudonné, parce qu'on a pris les risques d'y échapper. Mais c'est toujours le même genre de soumission, voilà, qui ne sont pas très agréables. Quand on aime effectivement la culture européenne, la France et son indépendance et son statut d'artiste. Voilà. Ce qui est intéressant pour rebondir, c'est qu'à cette soirée des Oscars, un autre film a obtenu autant de succès en termes de statuettes que The Artist. C'est un film, lui, fait par Scorsese, qui a été un grand cinéaste jusqu'aux affranchis. À partir de Gang of New York, c'est devenu un très mauvais cinéaste. C'est étrange, mais c'est plus le même cinéaste. Il est fatigué, il n'en a rien à foutre, il veut du pognon. Mais je veux dire, de Taxi Driver aux affranchis, nous avons un très grand cinéaste non américain. C'est un cinéaste en Amérique, mais c'est pas un cinéaste américain. Et depuis, il fait pratiquement du Spielberg. C'est-à-dire, bien que Spielberg ait détesté The Artist, parce qu'en fait, c'est l'ennemi juré à l'intérieur du lobby cinématographique de Wallstein. Ce qui veut dire que même à l'intérieur de la communauté du cinéma, il y a des haines. Et c'est ça qui est assez drôle, parce que c'est toujours l'histoire est toujours plus complexe. Hein. C'est jamais simple. Hein, voilà. Et ce qui est marrant, c'est que la France n'a rien dit, d'une certaine manière, sur le fait qu'un film a eu autant d'Oscars que The Artist, qui est ce film qui s'appelle Hugo Cabret, le titre est très mauvais, qui est en fait un hommage rendu par Scorsese à Georges Méliès, qui est, avec Louis Lumière sur le plan technique, l'inventeur du cinéma poétique et du cinéma comme art, et qui est un Français, et qu'il faut savoir a terminé marchand de bonbons à la gare Montparnasse, parce que totalement ruiné et abandonné, toujours d'ailleurs par les élites industrielles françaises. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons absolument pas relayé cet hommage rendu par Scorsese, un très grand cinéaste, lui, qui est autre chose qu'Hazanavicius, à Georges Méliès, qui est le sujet du film Hugo Cabret, et qui a d'ailleurs eu autant d'Oscars que l'autre. C'est-à-dire que nous ne sommes plus français, parce que normalement on devrait se réjouir que Scorsese, un grand cinéaste, obtienne 5 Oscars pour rendre hommage, à travers un film, à un génie du cinéma mondial qui est français, et qui incarne le génie français, qui est Georges Méliès. Or ça n'a pas intéressé les médias. Ce qui a intéressé les médias, c'est qu'une bande de professionnels du cinéma de deuxième zone, qui sont liés à la bande à Canal+, aillent finalement se prosterner avec un petit produit industriel froid devant la machine hollywoodienne, et finalement soumettre la France à l'Amérique. Voilà. Et ça en dit long
sur l'absence de conscience, l'absence de culture et ce ralliement permanent des élites françaises à tout ce qui n'est pas français. Voilà. Donc j'insiste là-dessus. Et je ferai après, pour faire une dernière petite pirouette, remarquer que le cinéma a été inventé quand même par des Français, par Louis Lumière, comme le rappelait d'ailleurs très bien Godard dans un film assez intéressant qui s'appelle Le Mépris. Hein. Il se sert de la médiation de Fritz Lang pour le dire. Voilà, les Français ont inventé le cinéma mais n'ont pas su en faire un art de masse et une industrie. Est-ce qu'on doit s'en plaindre? Je ne sais pas. C'est peut-être finalement pas si mauvais signe. Et je rappelle quand même que l'inventeur du long métrage et du cinéma américain est Griffiths, parce que j'aime bien aussi, parce qu'il y a toujours, pareil, comme moi, toutes mes idées me sont récupérées et piquées par Zemmour, c'est un peu les mêmes processus systématiquement. L'inventeur du long métrage et du cinéma américain est Griffiths. Le premier film américain, qui est un vrai film de long métrage, est La naissance d'une nation. On en passera un extrait. Qu'est-ce que c'est que La naissance d'une nation? C'est une apologie du Ku Klux Klan. Intéressant de voir d'où vient le cinéma américain et d'où vient finalement Hollywood. Voilà. Petite pirouette pour les gens qui ont un peu de culture. Vous voyagez un brin du côté de Saint-Quentin, dites bonjour à mes parents qui habitent le 5e rang. Oui, alors pour quelque chose d'un peu plus léger, je reçois beaucoup de mails de soutien, parce que je reçois des mails d'insultes, de menaces de mort. On a fait une grosse pile là, de toutes les menaces de mort que je reçois, et là on va déposer plainte à la police, etc. Et on va voir si ça aboutit. Parce que, en général, comme moi, je porte plainte pour menaces de mort, avec des témoignages, des vidéos, etc., c'est classé sans suite par le juge d'instruction. Donc on voit bien qu'il y a des réseaux, etc. Pour aucune de mes agressions, je n'ai jamais pu obtenir justice. Il faut le savoir. C'est toujours classé sans suite. Voilà. Mais là, pour revenir au sujet, en dehors des menaces de mort et des insultes, je reçois beaucoup de témoignages de sympathie, beaucoup plus, de gens du Maghreb, et souvent de gens du Canada français, du Québec. Et c'est vrai que je ne pense jamais à m'adresser à eux. Il y a quand même, dans cette solidarité antimondialiste, il y a un lien profond entre ER et le Québec. Le Québec est une petite île, on va dire francophone et francophile, beaucoup plus francophile que les Français eux-mêmes, c'est ça qui est tragique, qui résiste au milieu, je dirais, d'un océan hostile anglo-saxon dominateur. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que je ne le dis pas, et là je le dis, non seulement je salue nos camarades québécois, mais effectivement nous avons le même combat qui avait parfaitement identifié le De Gaulle de la dernière époque, qui lui a valu d'être chassé par les Américains en s'appuyant sur la première révolution colorée qui a été mise en place, et dont la partie visible était Cohn-Bendit, qui est toujours en place comme patron d'Eva Joly et de José Bové. Tout ça est bordé. Effectivement, je salue fraternellement mes camarades québécois en leur disant, pour répondre à leurs questions, que je viendrai sans doute un jour donner une conférence là-bas. On s'arrangera pour l'organiser. Je serai très content de venir les rencontrer. Je sais que beaucoup de gens au Québec suivent ce que je fais et l'apprécient. Et j'apprécie moi aussi tous les Québécois fiers de leur différence culturelle. Et j'ai conscience de leur travail de résistance et de du lien très important que ça a avec la résistance que nous faisons, nous, Français en France. Nous sommes un peu, nous, à Égalité et Réconciliation, les Québécois français. Voilà. Si je peux leur rendre hommage par cette petite association. Depuis plusieurs années, il est dans la provocation. C'est une provocation inutile. Là, on vient de présenter une vidéo où c'est un peu délirant. Alors, Comprendre l'Empire, bouquin qui n'a jamais été critiqué ni commenté par aucun média dominant depuis plus d'1 an, ce qui est une fierté pour moi. On
On m'a proposé même quelques invitations. Là, il m'arrive de les refuser. Je me dis finalement, j'en ai pas besoin. Donc ce bouquin qui s'est déjà vendu à 32 000 exemplaires, ce qui pour un livre qui n'est pas un livre facile d'accès, hein, c'est un livre d'un certain niveau quand même, hein, est un best-seller objectif. Nous le réimprimons à nouveau pour la 9e fois et nous allons atteindre les 34 000 exemplaires. Voilà. Et ça, c'est ma victoire, c'est ma légitimité. Parce que ça aussi, je réponds à certains petits cons. Je peux ouvrir ma gueule comme je le fais parce que j'ai écrit et produit et édité et sué pour écrire 10 livres dans lesquels il y a du contenu. Vous voyez, et c'est ça ma légitimité et mon épaisseur. Voilà. C'est mes livres. Il ne faut pas oublier en dernière instance, ce sont mes livres. Voilà. Et mon dernier livre, c'est celui-là. Et je suis très content de savoir que malgré le boycott intégral du système, il a rencontré ses lecteurs. Et je le dis aussi pour donner du courage aux autres dissidents, comme Joël Corbeau, comme Dieudonné, bien sûr, comme Zéon, etc., que je vends aujourd'hui autant de livres grâce à mon énergie propre et à mon réseau propre que j'en vendais à l'époque où j'étais obligé de passer par le réseau médiatique où il y avait encore des gens qui aidaient les opposants comme moi, qui étaient Ardisson et le fils naturel d'Ardisson qui était Tadei. Mais aujourd'hui, ces gens-là ne peuvent plus faire le travail car ils se sont fait choper par la patrouille et ils se sont ralliés. Ils sont passés de la résistance à la collaboration par trouille ou par intérêt, ce que je ne leur en veux pas d'ailleurs parce que c'est la marche fatale de l'histoire. Mais aujourd'hui où il n'y a plus aucun résistant dans les médias, à part peut-être Robert Ménard, qui avait promis de m'inviter et qui m'a dit « Alain, je ne peux pas t'inviter ». C'est-à-dire que je suis le seul qui ne peut pas inviter pour vous dire que je suis au niveau de la diabolisation. Je suis dans le top 5 avec Ahmadinejad, Dieudonné, Le Pen et Forisson. Hein, voilà. C'est une fierté. Puisque même Ménard m'a dit « Je ne peux pas t'inviter ». Sous-entendu, si je t'invite, je saute. Et pourtant, il a mis la barre assez haut récemment. Voilà. Donc, malgré un boycott intégral du système, grâce à ce dont je viens de parler, qui rejoint le sujet au bon sens, grâce au réseau qu'on a construit avec Dieudonné, aussi à un moment donné aussi avec le parti antisioniste, à un moment donné avec Blanc-Rue, à un moment donné avec tous ces gens qui sont d'authentiques résistants qui travaillent en samizdat, exactement comme travaillaient les dissidents soviétiques sous Brejnev, hein, au moment de l'effondrement du socialisme, hein, pas au moment où le socialisme aurait pu être défendu. Voilà, grâce à ce travail concret, je vends autant de livres aujourd'hui que du temps où je passais à Tout le monde en parle d'Ardisson. Donc moi, je vends toujours autant de livres que du temps de Tout le monde en parle, après une longue traversée du désert et un gros travail. Ardisson, lui, n'est plus à Tout le monde en parle. Donc lui est mort, et moi, je suis toujours vivant. Donc c'est un bon message moral. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas trahi, et j'existe, et je suis prospère, même si on me promet sans doute une mort violente. Ardisson, lui, est une épave qui aujourd'hui vivote sur la chaîne cryptée. C'est comme un général qui aurait été dégradé au grade de capitaine et à qui on dit que si jamais il rebouge une oreille, il reviendra deuxième pompe. Vous voyez, dire que moi je suis toujours vivant et prospère. Ardisson n'est pratiquement plus rien. Et je pense que face à l'histoire et face à la conscience de soi, il vaut bien mieux être Soral vendant 34 000 comprendre l'Empire qu'un pauvre Ardisson fatigué se parodiant lui-même et pratiquement oublié puisque ses maîtres ont mis Ruquier à sa place et Tadei, et faisant une espèce d'émission de merde que je ne regarde jamais, que pas grand monde regarde, et qui n'est jamais que l'auto-parodie d'un type qui a existé dans les années 80-90 et qui ne se rend pas compte qu'il n'existe plus. Voilà. Il faut bien le message moral, moi et Dieudonné, on existe, au sens platonicien du terme, au sens nietzschéen du terme. Ces gens-là n'existent plus. Voilà. Donc ça veut dire que c'est un encouragement à la résistance, à la dissidence, à la vie authentique. Voilà. Je terminerai là-dessus. Et merci à ceux qui me suivent et à mes lecteurs, car j'ai remarqué que la vidéo du mois dernier a passé les 80 000 visionnages en moins d'un mois. Voilà. Ce qui est pour des vidéos avec du contenu qui dure plus de 2 heures, je crois qu'il n'y a que Dieudonné qui fait mieux que moi en France. Quoi. Donc merci à vous, parce que comme il faut bien le comprendre, sans vous, je ne serais rien. Je vous remercie, et comme dit Dieudonné, merci à vous et chapeau bas. Et au mois prochain, si Dieu le veut. Vous pouvez pas les manquer, prenez le chemin pas pavé, près de la maison vous verrez, il y a une croix qu'on a plantée, en voyant arriver